Bonjour et bienvenue dans Point de Fusion, là où la science, l'innovation et l'entrepreneuriat se rencontrent, le podcast du campus innovation de l'Université de Rennes. Ambroise Couvercel, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je reçois Marie Corbin, responsable accompagnement projet Deep Tech au Pool. Bonjour Marie. Bonjour. Le Pool, peut-être que ce que tu peux nous le présenter rapidement avant qu'on avance sur notre échange. Oui, donc le pool, on est ce qu'on appelle une technopole sur Rennes. Donc en fait, on est une association qui accompagne les entrepreneurs qui innovent vers la réussite de leurs projets. Donc ça veut dire qu'on accompagne ces entrepreneurs à la fois dans les phases de démarrage et donc de création de leur entreprise innovante, mais également dans les phases plus tardives de développement de l'entreprise. Ok. Donc aujourd'hui, je te reçois pour parler d'un sujet un peu spécifique qui est l'incubation et plus particulièrement de l'incubateur Emergis, qui est l'incubateur relié au pool. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un incubateur? Et oui, un incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est une structure d'accompagnement à la création et au développement des entreprises, plutôt dans des phases amont, juste avant la création ou pendant la création. L'idée de ces structures, c'est d'accueillir les porteurs de projets, de leur fournir les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour les aider au mieux à aller vers la création de leur entreprise. Alors quand je dis ressources, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça peut être de l'hébergement, de l'accompagnement individuel avec des chargés d'accompagnement spécialisés dans l'entrepreneuriat, mais également des formations ou des mises en réseau. Ok. Et on aura l'occasion d'en parler. Chaque incubateur a un peu ses spécificités, donc on pourra illustrer ça avec Emergis. Justement, alors ouais, quelles sont, donc là tu as défini les grandes lignes de ce qu'est un incubateur, et donc quelle est la particularité de l'incubateur Emergis, et puis qui est le public concerné sur le site rennais, par exemple? Donc, les particularités d'Emergis Bretagne. Donc, déjà, c'est un incubateur qui est spécialisé sur les projets d'entreprises innovants. Donc, on accompagne uniquement ces aspects innovation. On prend l'innovation au sens large. Donc, ça veut dire qu'on peut aller d'une innovation très technologique, voire deep tech, à une innovation d'usage, derrière laquelle il n'y aura pas forcément un outil technique très fort. Donc, on pense l'innovation au sens large. Après, la particularité d'Emergis Bretagne, c'est qu'en plus, il a le label incubateur pour la recherche publique, donné par le ministère de la Recherche. Donc, on a en plus cette particularité de pouvoir accueillir les projets qui sont issus ou liés à la recherche académique, qui ont des spécificités qui font que c'est important de connaître le contexte dans lequel naissent ces projets, à la fois avec des aspects souvent de propriété intellectuelle, de forts besoins en financement, avec des années de recherche académique derrière avant d'arriver à l'émergence de ces projets. Donc c'est un peu notre spécificité là sur nous, Emergis Bretagne. Sur ce label, certains l'appellent aussi incubateur allègre. C'est comme ça qu'on a été appelé il y a 25 ans au moment de notre création. En termes de périmètre sur Emergis Bretagne, comme son nom l'indique, c'est un programme d'incubation qui est disponible partout en Bretagne. Et en fait, on a la particularité donc d'être un incubateur régional qui est porté par les 7 technopoles de Bretagne, dont le pool sur Rennes. Mais concernant notre périmètre là, campus d'innovation de l'Université de Rennes, Emergis Bretagne, il va pouvoir être délivré à la fois par le pool dans le 35 en Ille-et-Vilaine, mais également sur les antennes de l'université qui sont Lannion et Saint-Brieuc, par les technopoles en place là-bas qui sont Anticipa et Inos. Donc c'est un peu une particularité là sur le territoire. Donc on fait en sorte d'avoir un programme qui est commun à tous en Bretagne et un accompagnement individuel qui est vraiment fourni en proximité au plus près des porteurs de projets et de là où ils sont installés. Nous, on n'héberge pas physiquement les projets, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'hébergement au sein de l'incubateur. Après, ça dépend un petit peu des technopoles et on s'appuie plutôt sur des modalités d'hébergement qui sont souvent proposées plutôt par les métropoles ou agglomérations sur nos territoires. Donc, si je prends l'exemple de Rennes, Rennes Métropole a développé des pépinières d'entreprises
à des tarifs très intéressants pour les projets qui sont en démarrage. Et donc, nous, on s'appuie plutôt sur ces pépinières dans lesquelles on fournit de l'accompagnement sur la partie hébergement. Par contre, on va fournir d'autres ressources dans le cadre de l'accompagnement. Et peut-être sur nos spécificités, on est un incubateur financé en grande partie par des fonds publics. Donc, on est financé par le ministère de la Recherche, que j'ai déjà évoqué, la région Bretagne, et puis après, au travers des technopoles, par nos agglomérations ou métropoles respectives. Ça fait de nous, finalement, des acteurs qui ont vraiment une vision désintéressée pour le projet. C'est-à-dire que nous, on aide vraiment le porteur de projet à aller là où il a envie d'emmener le projet. On n'investit pas dans les projets, on ne prend pas des parts dans les entreprises qu'on accompagne, et donc ça nous donne vraiment une vision désintéressée et un accompagnement désintéressé, ce qui est souvent apprécié et qui peut être complémentaire à des acteurs comme des investisseurs ou des start-up studios qui prennent parfois des parts, qui peuvent avoir une vision un petit peu différente. Donc ça nous permet d'avoir une action un peu à côté. Et puis peut-être dernier point sur la durée et la nature de l'accompagnement. Donc nous, on a, à Emergis Bretagne, on accompagne les projets sur 24 mois, de manière un peu plus intensive la première année, qui est souvent l'année où ils créent, pour les projets classiques. Sur les projets deep tech issus de la recherche, souvent, c'est plutôt à la deuxième année, voire après. D'ailleurs, pour ces projets-là, on peut accompagner sur 3 ans quand il y a besoin. Et puis, en termes d'accompagnement, on propose des programmes de formation collective qui sont proposés soit à l'échelle régionale, soit en local dans sa technopole, sur différents sujets d'importance pour l'entrepreneur quand il démarre, comme la gestion d'entreprise, la propriété intellectuelle, le marketing, comment bien définir son offre. De l'accompagnement individuel par nos chargés de mission qui accompagnent les entreprises depuis plusieurs années. L'accès à un écosystème breton de l'innovation, donc, qui peut être important aussi quand on entreprend seul. Il y a vraiment cette idée de... Nous, on s'appuie beaucoup aussi sur les autres acteurs du territoire pour aider l'entrepreneur. On n'entreprend pas tout seul. Donc, ça peut être à la fois les laboratoires pour des projets qui ne sont pas issus des labos et qui auraient besoin d'aller chercher des compétences dans les laboratoires, mais aussi des cabinets de conseil pour des compétences qui sont vraiment très spécifiques et pour lesquelles il vaut mieux aller chercher un conseil très particulier. Donc des experts thématiques aussi sur des secteurs donnés et puis surtout des financements aussi. Donc dans le cadre d'Emergis, il y a aussi du financement de prestations externes qui sont proposées. Et puis surtout, nos chargés d'accompagnement aident les porteurs de projets à aller chercher du financement à l'extérieur. D'accord. Et si pour un peu comment faire un peu une introduction sur l'incubateur, quels sont les critères d'entrée dans un incubateur et particulièrement sur Emergis? Ils dépendent des incubateurs. Donc je vais peut-être parler plus celui d'Emergis, mais voilà, ça va rejoindre quand même. Peut-être dire formellement comment on rentre dans Emergis Bretagne, nous ici. Donc, ça se fait via un dossier de candidature et une présentation du projet devant un comité de sélection qui est composé d'entrepreneurs, de fonds d'investissement, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et puis d'acteurs publics comme la région Bretagne, le ministère de la Recherche et BPI France. Avant d'arriver à ce stade-là de rédiger le dossier du comité de sélection, bien souvent, les projets sont connus de nos services et en fait, on les aide à aller vers cette candidature. Et donc, on les aide à monter les dossiers et on les prépare à passer en comité de sélection. D'accord. Donc, en fait, souvent, c'est des projets qu'on accompagne déjà, soit qui nous sont arrivés, si je prends l'exemple des projets qui sont issus de la recherche, souvent, ça fait déjà plusieurs mois qu'on les connaît parce qu'on est en contact avec les structures de valorisation ou les établissements et qu'on a pu déjà commencer à accompagner les projets et on les amène vers Emergis. Est-ce qu'il y a un niveau de TRL qui est attendu pour rentrer dans l'incubateur Emergis ou donc le TRL, c'est la maturité d'une technologie, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des attentes à ce niveau-là où on peut rentrer avec n'importe quel TRL Ça va dépendre un peu des projets.
Mais effectivement, on va plutôt être sur des TRL j'ai peur de dire des bêtises en fonction des secteurs, mais je dirais quand même entre 4 et 6. D'accord. J'ai en tête que souvent, sur les projets issus de la recherche, il y a déjà eu une maturation technologique qui a pu être financée et qui a permis au projet de monter quand même déjà un petit peu en TRL. Et quand on rentre à l'incubateur, on a, en fait, ça va dépendre des secteurs, mais on a des projets qui nécessitent encore du travail de R&D pour approcher la technologie de son marché. Mais en tout cas, la faisabilité a déjà été réalisée et on pense que quand même l'innovation est faisable. Mhm. Elle n'est pas industrialisable, Oui. loin de là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on attend. Mais en tout cas, il y a des preuves de concepts qui sont présentes et qui montrent qu'il y a de bonnes chances de pouvoir aller sur le marché, même s'il reste encore un travail de R&D. D'accord. Et c'est vrai que nous, on va plutôt regarder peut-être la maturité de l'idée en elle-même et est-ce que le porteur de projet a déjà quand même commencé à se poser des questions sur son marché et a déjà quand même réussi à avoir des petites preuves qu'il y avait une appétence pour son innovation. Une orientation business. Voilà. Donc ça, ils sont aidés pour ça, parce que forcément, c'est pas simple à faire tout seul, mais c'est une phase qu'on va appeler, nous, idéation ou voire pré-incubation. Qu'on a soit réalisé en collaboration avec l'établissement ou la structure de valorisation, soit les porteurs de projets ont déjà réalisé un petit parcours de pré-incubation dans des structures comme par exemple au CNRS, ils ont le programme RISE, ou je pense au Startup Studio INRIA. C'est des programmes que nous, on qualifie un peu de pré-incubateurs par rapport à nous, incubateurs, et qui ont permis déjà aux porteurs de projets de commencer à se poser des questions sur son marché, d'avoir peut-être été explorer son marché, au sens d'avoir commencé à faire des interviews avec des futurs clients ou des futurs usagers pour se dire est-ce que mon idée, mon innovation, elle répond vraiment à un besoin ? Est-ce que la personne qui ressent ce besoin n'a pas des solutions alternatives à sa disposition qui font que finalement mon innovation, elle aura peut-être pas un intérêt assez fort pour qu'il ait envie de l'acheter. Donc c'est des choses qu'il faut quand même avoir commencé à un petit peu réfléchir. Et après, nous, on va surtout regarder le caractère innovant du projet, à la fois sur les aspects technologie, mais ça peut être aussi sur le concept ou sur qu'est-ce que ça va changer sur son marché ou dans son secteur, sur des innovations plutôt d'usage. C'est vrai qu'on a moins de problèmes avec ce caractère innovant sur les projets deep tech issus des labos, parce que par principe, ils sont innovants. Mais sur nos autres projets, ça va être un peu plus compliqué. Et après, on va regarder aussi le potentiel du projet. Est-ce qu'il a un potentiel d'impact sur le territoire en termes de création d'entreprises, en termes de création de valeur pour le territoire aussi, de manière durable. Ça va être des critères qu'on va prendre en considération. Et de plus en plus, des critères aussi d'impact sociaux et transition et écologique aussi pour le territoire. Et concrètement, je suis un porteur de projet, donc personnel de recherche académique. Je souhaite me renseigner sur l'incubation, ensuite rentrer concrètement éventuellement dans l'incubateur. Qui dois-je contacter et comment je peux rentrer dans le circuit pour être accompagné ? On a déjà commencé un petit peu à en parler. Ça paraît toujours être le parcours du combattant quand on est dans son labo. On se dit, oh là là, mais il y a plein d'acteurs, par où je commence ? Je dirais que déjà, il n'y a pas de mauvais chemin, parce qu'on se connaît bien en fait sur le territoire, parmi tous ces acteurs là, à la fois de la valorisation de la recherche et de l'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de dire, si on tape à une porte, je pense qu'on va être réaiguillé si c'était peut-être pas la première vers laquelle aller. Donc les portes, ça peut être les personnels du campus innovation, la SAT Ouest Valorisation, les services de valorisation interne aussi, et puis éventuellement le pool directement. Ou directement nous, et en fonction de la maturité des projets, on réaiguillera peut-être vers d'autres acteurs. Mais c'est vrai que là, avec la dynamique autour du campus innovation de l'Université de Rennes, il y a vraiment cette idée qu'il y a une porte d'entrée un petit peu unique via cette nouvelle organisation, mais pas au sens structure, mais j'ai envie de dire là, on est tous autour de la table
et on se réunit très régulièrement pour faire des revues de projet. Donc, s'il y a un chercheur qui est intéressé par l'entrepreneuriat, de taper peut-être à cette porte du campus. En tout cas, on sera très vite informé du projet et on pourra trouver la meilleure façon de l'accompagner en fonction de la maturité de son idée et de son projet. Et c'est vrai que même si nous, on est plutôt un peu plus loin dans la chaîne, on est déjà autour de cette table et donc ça nous permet déjà de travailler avec les autres, avec les établissements et les structures de Valo pour commencer à penser un peu marché sur ces idées qui sont parfois très technologiques au démarrage. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée. Et sinon, effectivement, les structures de Valo, les contacts Valo dans les labos. Ok. Et après, c'est vrai que concrètement, nous, après, on s'organise entre nous pour mettre le porteur de projet sur des bons rails et finalement, à la fin, arriver peut-être à taper la porte d'Emergis Bretagne. Alors, est-ce que rapidement, tu aurais quelques exemples à nous donner d'entreprises qui seraient issues de la recherche publique, qui seraient passées dans Emergis Bretagne? Bah oui. En fait, nous, on existe depuis 25 ans. Depuis la loi Allègre, pour ceux qui peut-être s'en souviennent, qui avait un petit peu ouvert les portes justement aux chercheurs et au personnel de recherche pour pouvoir aller un peu plus vers la valorisation de la recherche et la création d'entreprises innovantes. Donc le fait de créer ces incubateurs n'était pas les seules nouveautés de cette loi Allègre, mais ils en faisaient partie et c'est vrai que nous, ça a été l'occasion pour nous de nous créer sur le territoire. Donc sur 25 ans, on a accompagné 668 projets, dont je crois environ 40% qui sont issus ou liés à la recherche. En fait, beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de projets qu'on a accompagnés qui plus tard se sont associés à la recherche, mais ce n'est pas forcément dès le démarrage. Donc ça fait quand même pas mal de projets accompagnés. Peut-être, je ne vais pas parler de tous, mais peut-être donner 3 exemples qui illustrent un petit peu le parcours des porteurs de projets. Et qui permet peut-être de se projeter dans ce parcours. Je pense à un projet très récent là, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle vient de créer. C'est Marie de Terrac avec le projet Ginge, donc qui est PUPH, et qui avait développé un outil en interne à son laboratoire, donc un outil plutôt de bioinformatique. Et qui, finalement, dans son parcours, a pris contact avec nous, mais parce qu'elle connaissait quelqu'un qui travaillait chez nous, au pool. Donc, ça a été sa première prise de contact. Elle était déjà accompagnée par la SAD sur les aspects très valorisation de son projet de recherche. Mais sur la partie entrepreneuriat, c'est vers nous qu'elle a été. Et finalement, on l'a réaiguillée vers des parcours plutôt campus innovation, puisqu'elle avait fait le campus émergence, qui est le premier petit programme qu'on a sur la mise en action des chercheurs qui souhaiteraient entreprendre. Et c'est un petit programme de 3-4 jours qui permet déjà un petit peu de tester l'opportunité entrepreneuriale de son projet de recherche. Donc, elle a fait ça il y a 2 ans maintenant. Et puis derrière, elle a pu continuer à travailler un peu aux aspects entrepreneuriat de son projet, en parallèle d'une maturation technologique qu'elle a réalisée avec la SAT, qui a permis de faire monter un peu en maturité son outil. Et là, cette année, elle crée l'entreprise et elle va pouvoir commencer à commercialiser l'outil. Donc, on voit quand même que c'est un long chemin et qui prend souvent plus de temps que ce qu'on ne croit. Elle a candidaté au concours iLab cette année et on espère peut-être qu'elle soit lauréate. Les résultats ne devraient pas tarder. Peut-être un autre projet qui a eu un parcours un peu différent. Donc, c'est intéressant aussi de voir de la diversité. C'est le projet Planexus. Donc là, un projet qui est plutôt dans le domaine du spatial, issu du laboratoire IETR. Donc, il y avait notamment Renaud Solo qui était à l'origine de ce projet. Et eux avaient choisi de faire plutôt le programme RISE du CNRS, qui est aussi un programme que nous, on qualifie de pré-incubation, qui permet aux chercheurs du CNRS de commencer à réfléchir aux aspects entrepreneuriaux de leur projet et au potentiel entrepreneurial du projet. Et donc, suite à ce programme RISE, en parallèle, ils ont réalisé une maturation également à la SAT. Et puis, ils étaient revenus vers nous pour être accompagnés plutôt en local, puisqu'ils comptaient implanter l'entreprise dans le 35. Et donc, on avait pu proposer, nous, un accompagnement finalement un petit peu plus dans les phases de création vraiment de l'entreprise et premières années de vie de l'entreprise.
Et puis surtout d'ancrer le projet sur son territoire local et de pouvoir bénéficier des financements qui existent aussi chez nous en local, proposés par la région Bretagne, des fonds d'investissement locaux aussi, avec qui on a des relations assez soutenues et qui permettent aussi au projet d'être vite mis en contact avec les investisseurs. Et puis, ils ont, eux, bénéficié d'un autre dispositif qui s'appelle ESABIC et qui est vraiment un incubateur spécialisé dans le spatial et qu'on peut réaliser en parallèle d'Emergis et qui permet vraiment de rentrer cette fois dans le secteur spécifique du spatial et d'y croiser des clients, des futurs clients du spatial. C'est un incubateur national ? C'est un incubateur national qui est porté par l'ESA et le CNES et qui est organisé en délégation, alors c'est plus que régional, mais selon des territoires. Et c'est vrai que nous, sur la Bretagne, c'est l'ESABIC Nord, plutôt basé à Brest, mais ils accompagnent des projets aussi rennais. Et donc, c'est une bonne façon d'être aussi accompagné plutôt dans son secteur cible et de pouvoir être mis en relation avec ses futurs clients et ses futurs partenaires dans le domaine du spatial. Donc il y a des incubateurs thématiques comme ça qui existent. Exactement, qui sont très vraiment intéressant effectivement pour avoir un accompagnement plus précis. Exactement, c'est vraiment complémentaire à nous qui sommes vraiment un incubateur généraliste et vraiment axé sur les aspects entrepreneuriat assez basiques. Et vraiment, ces incubateurs spécialisés dans un secteur peuvent vraiment aider sur le développement commercial derrière. Donc, ça peut être intéressant. Ok. Donc, pour conclure, je te propose éventuellement, si tu as quelques conseils à donner pour bien appréhender et préparer l'entrée dans un incubateur, en tant que personnel de recherche, est-ce qu'il y a des petits conseils à suivre ? Par où commencer ? Moi, en tout cas, j'ai envie de dire, faut pas se freiner. En tout cas, en plus, il y a vraiment cette idée, et je le dis au titre de toutes les structures avec qui on travaille sur ce sujet, n'hésitez pas à lever la main. Il n'y a pas d'engagement, en fait. On ne va pas vous forcer à créer une entreprise derrière. On est libre d'abandonner un projet. On est libre d'abandonner. Et je le redis aussi, on peut avoir envie que son projet devienne une entreprise, parce que ça lui permet d'avoir un impact sur la société via cette stratégie création d'entreprise, mais on peut avoir envie de rester dans son labo et ce n'est pas un problème. On a vu aussi des projets où, typiquement l'exemple de Planexus, les deux chercheurs qui étaient à l'origine de la technologie ne sont pas à 100% sur l'entreprise aujourd'hui. On a trouvé un porteur de projet qui porte l'entreprise et l'équipe de recherche est toujours impliquée dans l'entreprise, mais plutôt via des collaborations ou des apports d'expertise. Donc on peut aussi rester dans son labo et entreprendre. Il y a différentes voies, en tout cas, pour le faire. Donc j'ai envie de dire, se laisser peut-être l'opportunité de tester. Il y a quand même des bons réflexes en termes de valorisation de la recherche. Donc attention quand même sur ces bons réflexes de protection de son innovation, de pas trop divulguer. Qui est un sujet qui sera abordé dans d'autres podcasts. J'imagine. Oui, donc je pense des enjeux stratégiques effectivement pour la valorisation de la recherche publique. Oui, donc c'est vrai que pour nous, c'est plus simple si l'innovation, elle a quand même été protégée avant et ça lui donne plus de potentiel sur la création d'activités. Et puis peut-être un dernier conseil peut-être en lien avec cette idée-là d'avoir envie, il ne faut pas hésiter aussi peut-être à s'acculturer à l'innovation en amont, à l'entrepreneuriat avant de peut-être se lancer en se renseignant. Il y a tout un écosystème local d'entreprises innovantes, donc ça peut être intéressant de s'y raccrocher via les newsletters de nos structures respectives. On organise aussi des événements qui sont très ouverts. Je pense à Imagine Summit en décembre, qui est notre événement annuel et qui finalement permet de commencer à mettre un pied dans cet univers pour voir si ça nous inspire, ça nous donne envie. Mais ça reste très lié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Ok. Merci beaucoup Marie pour toutes ces informations. C'était très riche. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de notre podcast. À bientôt, au revoir.